Bonjour à tous. Je vous remercie déjà de l'intérêt que vous portez à cette présentation et à ce thème. Je vais me présenter très succinctement. Je suis Jean-Michel Vautrin. Euh, je suis le directeur de l'actuariat de la Réassurance Group au sein de la holding Talanx, qui est la holding financière du groupe HDI Talanx. Dans le cadre de ce mémoire, déjà, je voudrais, avant d'aller sur le thème, remercier les gens qui m'ont aidé à faire et à conclure ce mémoire, que j'ai pu présenter au CNAM en juillet dernier. Tout d'abord, mon tuteur, évidemment, Philippe Cutek, qui m'a suivi durant toutes ces années, puisque le développement de ce mémoire a duré un certain temps, que je vais vous expliquer, et surtout aussi Guillaume Gorge qui m'a ouvert les portes de l'actuariat en 99, donc c'est déjà quelques années, plus de 25 ans. Je ne vais surtout pas oublier Michel Fromenteau, qui était en charge de la chaire d'actuariat au CNAM durant les années où j'étais en cours du soir, toutes ces années-là, et qui va valider mon sujet. Et évidemment, Stéphane Loisel, l'actuel responsable de la chaire, qui m'a aussi beaucoup aidé sur la dernière année à conclure ce mémoire et à pouvoir le présenter devant le jury de l'IA et du CNAM, donc en juillet dernier. Voilà. Le sujet concerne une partie assez commune à la fois sur une matière plus originale que nombre d'études, puisqu'il s'agit de méthodes de provisionnement euh, des sinistres sur un portefeuille de RC, de risques industriels et de grands comptes, en fait. C'est une partie qui est évidemment moins étudiée de par l'hétérogénéité des datas et du risque, mais pour autant, il y a certains besoins qui se font sentir sur les calculs liés aux différents aspects financiers, dont évidemment le provisionnement, une grande partie du bilan. Et l'objet du mémoire a été de se plonger dans les données pour voir quels prototypes pouvaient être faits comme une alternative des méthodes traditionnelles. Donc, je vais vous présenter déjà le contexte et les enjeux, un petit peu plus en détail, évidemment. Quelques revues des modèles agrégés qui ont été utilisés, également en référence par rapport au mémoire. L'architecture du modèle détaillé, comment est-ce qu'il a été fait, c'est une approche ad hoc et basée sur les données, évidemment. Quelques résultats, et puis on va ouvrir la perspective et les développements possibles sur la mémoire, et aussi en regardant l'état de l'art de ce domaine sur les modèles détaillés, ou en anglais micro-level modèles, qui se sont développés depuis la conception et le travail de fond qui ont été faits sur le mémoire. Voilà. Et on terminera évidemment par vos questions qui sont évidemment le bienvenu. Alors, au niveau du contexte, déjà, l'analyse a été faite au sein de la succursale française de HDI Global entre 2009 et 2013 sur le fond de l'analyse, donc au sein de la direction technique. Et concernant donc les contrats RCG des clients donc industriels, grand risque, qui ont des caractéristiques extrêmement particulières, puisque ces clients industriels ne sont pas monoactivités, ont toute une gamme d'expositions en termes effectivement de leur production industrielle, et également au niveau géographique, ce qui, dans le cadre de la RC, inclut aussi un contexte légal. Et pour regarder en fait concrètement la conséquence au niveau des chiffres, le tableau ici vous présente la revue des sinistres clos, la charge totale des sinistres clos sur la charge ultime observée sur la période 92-2009, donc quasiment une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les sinistres les plus importants, les catégories les plus importantes, représente la charge la plus lourde, en fait. On se retrouve qu'avec
1,6% des dossiers clos, on a déjà 70% de la charge totale, dont un seul sinistre, vous voyez, qui a fait plus de 10 millions d'euros dans les comptes de cet assureur, qui a déjà représenté 14% de la charge totale sur 18 ans. Ça veut donc dire, pardon, excusez-moi, que l'enjeu du provisionnement va certainement pas se jouer sur la partie dite attrititionnelle. Ça, c'est pour le contexte du portefeuille. Sur l'aspect plutôt contractuel, donc je remets recontextualise la partie RCG, donc on couvre les conséquences des activités auprès des tiers, que ce soit sur des préjudices corporels, matériels ou immatériels, sachant que les matériels, ce sont sous-entendu les pertes financières, et que les étapes clés d'un sinistre RC se jouent suivant ce schéma. Un fait générateur, on observe, il faut un certain délai pour observer la manifestation du préjudice. La manifestation du préjudice nécessite aussi un certain temps pour estimer le lien de causalité entre l'effet générateur et les préjudices. Il faut encore revoir l'attribution des différentes responsabilités. Ça ne se joue pas qu'entre deux, je dirais, tiers, ça se joue aussi entre différents intervenants qui peuvent être aussi euh, des suppliers en anglais. Et enfin, il faut estimer le préjudice à répartir suivant les responsabilités. Donc tout ça, ça prend un certain délai. Et toutes ces interrogations, évidemment, ouvrent aussi exactement par effet miroir à des enjeux sur les montants de provisionnement. Et comment cela se manifeste dans les comptes de l'assureur? Et bien, si on prend une table de transaction et qu'on prend un sinistre d'un point de vue structurel, on se retrouve avec une date de survenance avant que cela se manifeste dans les comptes, une date de déclaration qui correspond à la date d'ouverture. Alors ça, c'est dû à une pratique propre de cet assureur qui, en fait, systématiquement, à la déclaration d'un sinistre, ouvre au moins un montant forfaitaire de provisionnement. D'ailleurs, ça a une conséquence dans la modélisation, nous verrons après. Puis, il y a un certain nombre d'événements comptables qui se jouent, qui sont marqués en gris sur cette ligne, jusqu'à la date de clôture du sinistre. Voilà. Dans ce portefeuille, il y a eu peu de réouverture de dossiers, en fait. Généralement, on ne clôt le dossier que lorsque les recours juridiques sont vraiment épuisés et qu'il y a une conclusion définitive sur les montants et les règlements des sinistres. Enfin, la troisième partie du contexte, évidemment réglementaire. Alors, je vais aller assez rapidement là-dessus, puisque ce sont des choses qui sont maintenant connues, mais juste pour reprendre le contexte du mémoire. À l'époque où j'ai développé cet aspect-là, et donc la potentielle relation avec le Solvabilité 2, la réglementation, la directive n'était pas encore appliquée et j'ai travaillé à l'époque sur la base du KISS 5. J'ai revu toute cette partie-là pour la réadapter et la mettre à jour. Il n'y avait absolument aucun intérêt à réaliser un mémoire en 2025 ou à présenter un mémoire en 2025 sur base des tests de KISS 5, évidemment. Donc, là, vous avez une vision très structurée, très schématique d'un bilan d'un assureur. On va se concentrer sur la partie passif. Évidemment, le best estimate est estimé sur les bases de solvabilité entre les valeurs dites premium reserve et premium provisions et claims provisions. Et dans ce mémoire, on va surtout se concentrer sur la partie purement sinistre et partiellement sur les frais directement induits à la gestion, la gestion des sinistres et à l'estimation du préjudice. Voilà. Ça, c'est sur la partie solvabilité 2. Puis, je vais ouvrir une porte qui va être beaucoup plus, si je puis dire, franco-française, puisque là, quelles sont aussi les implications sur ce type de sinistre du fait de leur haute volatilité sur la taxe sur boni liquidation, en fonction des règles de provisionnement interne, évidemment, et comment les justifier auprès de l'administration fiscale. Enfin, sur la partie... Oula, oui, excusez-moi, j'ai fait une
pirouette. Sur la partie, toujours solvabilité 2, j'y reviens, euh, évidemment. Il faut estimer la déviance du scénario possible et extrême, en suivant la forme du standard ou le modèle interne. Voilà. Ça, on estimera ça après dans le mémoire. Alors, on rentre un peu dans le fil du sujet. Petit rappel assez classique sur la partie triangulation. Donc là, je vais aller assez vite. Les triangles type chain leader sur les paiements et les charges totales ont été appliqués, sans distinction dans ce cas-là entre la partie indemnitaire et frais. Et euh, sur la partie stochastique, triangle, la méthode de Mac a été appliquée en utilisant la méthode des moments pour ajuster la loi log normale. Et la modèle GLM à Bootstrap a été aussi appliqué, aussi bien sur les paiements que sur la charge totale, mais cette fois-ci en adaptant les incréments non pas sur les montants, tels qu'indiqués, de paiement et de charge totale, mais sur les facteurs de développement pondérés. J'ai dû faire quelques tests de sensibilité pour appliquer cette approche qui m'ont donné que où j'ai trouvé qu'il y avait de meilleurs résultats, de meilleures réponses sur cette partie-là. Donc, la méthode après le bootstrap est assez classique, hein, réutiliser des résidus de personnes pour redéfinir les triangles sous-jacents en faisant 10 000 itérations et pour redéfinir la distribution des provisions. Alors, concernant la structure du développement et l'architecture du modèle détaillé, parce que c'est bien de cela qu'on souhaite voir, déjà un petit rappel en fait sur la manière dont les sinistres peuvent être observés à une date de provisionnement, date de clôture. Donc, différents cas sont indiqués. Un sinistre peut être à la fois survenir, déclaré et clos dans la période de souscription. Donc là, dans l'exemple, évidemment, j'ai mis 4 exemples d'années de souscription successives où vous pouvez voir que vous avez une date d'engagement de couverture de l'assureur, c'est le moment où il signe et il s'engage à couvrir, et les périodes réactives, je dirais, de couverture au niveau des risques jusqu'à leur développement comptable dans les années ultérieures. Donc, les différents cas sont présentés aussi bien en ce qui concerne donc des sinistres qui sont déclarés dans la période de couverture, mais aussi postérieure. Le cas de l'année de souscription 4 qui vous est indiqué là, c'est-à-dire que le recensement des risques sont déjà pris en compte dans ce cas-là dès la signature, mais avant le démarrage de la couverture, là, dans le cadre de ce mémoire, n'a pas pu être pris en compte, tout simplement parce que les données ne sont pas présentes dans le système. Donc, la logique du modèle, en fait, détaillé est assez structurant, est assez simple. C'est-à-dire qu'on a un modèle partie qui cherche à estimer sinistre par sinistre le développement des sinistres connus, un certain nombre de modèles. Et la partie IBN Wire, c'est-à-dire la partie des sinistres encore non déclarés, lui va chercher à estimer les valeurs initiales de déclaration de ces sinistres-là dans les comptes de façon à être après réinjecté dans la deuxième partie. En fait, donc, ce sont des valeurs à estimer leur valeur initiale et de revenir sur le canal de fond. Ça, c'est sur la partie, ça, c'est sur cette partie-là. Donc, l'intégralité des données de souscription, contractuelles et de comptabilité au niveau des sinistres ont été pris en compte dans l'intégralité des transactions. En fait, ce qui permettait, en fait, ça c'était le grand avantage dans le système de gestion, c'est-à-dire de pouvoir vraiment analyser finement et observer finement le développement de sinistres sur chaque événement comptable possible. Il n'y a pas d'agrégation, il n'y avait rien du tout, donc c'était vraiment une table brute et qui donnait la possibilité de faire cette plongée en détail. Sur la partie IBN YR, donc là, vous avez différents modules qui sont faits. Donc, on récupère les données des
police, les données des sinistres, et la première des choses va être évidemment d'estimer le nombre de sinistres qui restent à déclarer. Alors, plusieurs sous-modèles ont été faits pour estimer cette partie-là. Un, lorsque le contrat est en début de couverture et qu'on n'a pas d'informations. Deux, lorsque le contrat euh, est déjà mature de plus d'un an et n'a pas eu de sinistre. Trois, lorsque le contrat a plus d'un an et a déjà eu 10 sinistres. Sachant qu'il y a un cas 3 bis où là on se retrouve avec des polices dites working, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine gamme de fréquence de sinistres, qui eux ont des modèles qui ont été isolés, ont eu des modèles dédiés. Ils sont assez peu nombreux. Il y a assez peu de polices de ce cas-là, mais elles ont nécessité une adaptation. Au niveau des variables explicatives, la différence entre appériteur et coassureur, c'est une variable binaire qui va définir si soit on est en apparition, soit on est en coassurance. L'activité de l'assuré de manière assez agrégée tout de même, et le nombre d'années de développement déjà observé sur la police. Le deuxième module estime le jour de déclaration, le jour de survenance et le jour de déclaration des sinistres. Là, les variables explicatives sont là aussi sur l'opérateur et le mode coassurance et le mode de garantie en RC. Alors, c'est un point sur lequel je ne vais pas développer, mais vous pouvez avoir des polices en mode déclaratif ou en mode survenance. Le point suivant a été d'estimer ensuite le type de couverture concernée. Donc là, c'est un modèle logistique qui reprend différentes caractéristiques d'un sinistre qui seront utiles. Alors, il s'agit d'ARC exploitation, d'ARC produit, d'ARC employeur, qui sont croisés avec le type de perte, c'est-à-dire type de dommage, pardon, que ce soit matériel, perte financière ou corporelle. À l'ouverture, on a aussi besoin de savoir si on a directement une probabilité d'avoir des frais dès l'ouverture. Donc là, il n'y a pas de variable expectative particulière, juste des lois de Borgnoni et des lois normales qui ont été utilisées. Et enfin, l'estimation du montant de la charge indemnitaire à l'ouverture du sinistre, de façon à estimer en temps de provisionnement, donc à l'ouverture, c'est un modèle logistique qui a été utilisé de façon à pouvoir identifier les variables forfaitaires que j'ai déjà évoquées précédemment. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'il n'y a pas d'information, pour pouvoir ouvrir le dossier, le régleur sinistre va mettre par exemple 10 000 euros, ce qui crée évidemment des masses de Dirac. Donc en fait, elles ont été gérées ainsi avec un modèle logistique, plus une variable qui permet d'avoir une variable continue sur laquelle a été appliqué un modèle linéaire généralisé qui prend en compte les types de garanties, les délais depuis la survenance et le montant pour frais payés. Enfin, la dernière partie, c'est un sous-module qui est en commun, puisque c'est la probabilité d'avoir un paiement indemnitaire dès l'ouverture, qui inclut un certain nombre de variables explicatives, toujours appériteur coassurance, qui est toujours très important, le délai avant la clôture, et les charges totales indemnitaires observées également, ainsi que les facteurs de développement, si on est sur un élément comptable qui génère un changement ou alors une annulation de la réserve. Ça, c'est pour le cas où est-ce qu'on est sur la partie IBNER. Mais c'est exactement le même module qui est utilisé dès l'ouverture, en fait. Ça fonctionnait exactement de la même manière. Alors, au niveau des difficultés de développer des modèles, je vais aller assez vite. Sur cette partie-là, c'est évidemment l'estimation du nombre de sinistres IBNER restant à être déclarés le plus sensible, ainsi que la toute dernière partie. Sur l'ensemble, c'est pas là où on observe les choses les plus intéressantes, en fait. Cette partie-là va être sur la partie IBNER est extrêmement importante. C'est là où on va avoir je vais plonger sur des choses plus détaillées. Tout d'abord, je mets de côté toute la partie pour les frais sur les dossiers, parce que c'est pas sur cette partie-là que je souhaite me concentrer. L'une des parties les plus intéressantes est sur l'estimation de la durée du sinistre, encore dans les comptes. Et je vais avoir des slides, je vais vous présenter les slides de manière détaillée ensuite.
Euh, le nombre et la répartition des mouvements indemnitaires jusqu'à la clôture, qui ont été estimés de manière individuelle sur le modèle. La probabilité les facteurs de développement et de développement des provisions à chaque événement comptable ont été séparés en deux. La même logique que j'ai présentée avant avec le modèle logistique. D'abord, une première partie logistique qui identifie les effets de Dirac, donc lorsqu'il y a un facteur de développement à 0 ou lorsqu'il y a un facteur de développement à 1, euh, et les parties où on observe d'autres types de facteurs de développement, donc continu, qui va faire l'objet de slides dédiés en fait. L'intérêt de tout cela, une fois qu'on récupère ces simulations, c'est d'avoir une table de transaction dite brute avant application de toutes conditions du contrat, une table de transaction stochastique mécaniquement, où on va pouvoir appliquer les conditions du contrat, les conditions de réassurance pour se retrouver sur le net. Au niveau des difficultés, on va dire que c'était moyen sur la partie difficulté moyenne sur la partie durée, mais la partie je dirais, la plus challenging a été sur les facteurs de développement, identifier réellement les facteurs de développement jusqu'à la clôture. Je vais vous montrer cela après. Et enfin, une fois qu'on a récupéré ça, tout l'aspect calculatoire est assez rapide. Alors déjà, sur la partie modèle de survie, j'ai utilisé un modèle à hasard proportionnel de Cox, tout simplement parce qu'il permettait d'intégrer les variables explicatives et de faire un ajustement de loi qui permettait donc de faire les calculs de manière assez efficace. En tout cas, ça régissait bien sur le portefeuille. Un des aspects importants du modèle de survie, qui est en fait un modèle GLM, est la proportionnalité du risque de base dans le temps. C'est-à-dire que à partir des caractéristiques d'un élément, le temps ne change pas ce rapport à ce risque de base. Ça, c'est l'un des aspects qu'il faut vérifier. De plus, dans le modèle retenu, euh, il y a une différenciation, dite stratification, entre l'appériteur, entre le cas où les polices sont en apparition et le cas où où il était en coassurance, avec comme variable explicative le type de dommage et le mode de garantie. Alors, les deux méthodes de vérification qui ont été appliquées, l'une a été graphique, c'est de vérifier que les courbes de la formule qui est indiquée ici pour chaque variable explicative sont parallèles et que les covariables de ces variables explicatives avec le temps soient non significatives. Voici pour les deux parties cette analyse. Donc là, à gauche, vous avez pour la partie le mode de garantie des polices. Alors E, c'est sur le mode survenance. C, c'est sur le mode déclaratif. Les courbes sont parallèles et vous pouvez voir que la covariable reste modeste par rapport à la valeur estimative de la covariable, mais modeste par rapport à la variable elle-même. On a la même chose, on observe aussi la même chose cette fois-ci sur la partie des garanties mises en jeu, des garanties corporelles, parties financières et matérielles, le type de dommage, pardon. Le résultat qui me paraît assez important, c'est qu'on se retrouve avec ces deux courbes de survie, l'une pour la coassurance et l'autre pour la partie apparition. Et là, on observe quelque chose d'assez intéressant et très utile pour le provisionnement comme caractéristique, c'est que sur la partie apparition, au bout de 1000 jours, on a environ 25% des dossiers qui restent ouverts. Et il faut, alors que pour atteindre ce niveau de 25%, sur la partie coassurance, il faut environ 1800 jours. Si vous voulez regarder cette partie-là, c'est pour se retrouver au bout de 1000 jours en coassurance, on a encore 50% des dossiers. Donc ça, c'est intéressant, parce que là, ça caractérise explicitement déjà que la gestion des dossiers pour ce type de portefeuille, entre coassurance et apparition, déjà un coût au niveau de la durée, ce qui est intéressant sur la gestion des patterns. Enfin, les dossiers les plus extrêmes semblent converger au niveau de leur durée. Alors,
Une fois qu'on a ça, le but du jeu va être de passer à l'aspect calculatoire. Donc, on a vérifié quelle loi pouvait s'ajuster à cela. Trois lois ont été testées, exponentielle, comperte et Vébule. La loi de Vébule a été la plus, de manière la plus efficace, c'est ce qui a permis d'estimer la durée de survie des sinistres par cette formule-là et d'en faire la simulation. C'est-à-dire que T plus T0, eh bien, on estime, grâce à cela, à partir des conditions initiales de la base de transaction, de savoir un sinistre à quel moment il va pouvoir se clôturer. Sur la partie estimation de la charge indemnitaire, donc à chaque événement comptable, trois cas ont dû être faits pour pouvoir décomposer. Alors, je rappelle, déjà, lorsqu'il y a un mouvement, il y a eu un facteur de développement à 0 et à 1, il a été géré par une masse de Dirac dans le modèle logistique précédent. Trois cas donc, se configurent lorsque l'on y passe sur ce type de mouvement. Un, c'était une ouverture inférieure à 10 000 euros. Et de ce que j'ai observé dans les bases de données, en fait, ce qui réagissait mieux, c'était tout simplement de faire une réévaluation totale du sinistre. Ce qui a donné lieu à un modèle finalement assez simple, puisque c'est un ajustement de valeur normale, et on pourrait estimer cet aspect-là. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est sur la partie qui concerne les montants donc, supérieurs à 10 000 euros, et sur lequel on a ces observations-là. On a deux cas qui se distingue très nettement, c'est lorsque l'on est sur un événement comptable d'un sinistre où il y avait eu auparavant, au préalable, donc, un paiement indemnitaire, et dans le cas où il n'y en avait pas. Et là, deux régimes de développement se distinguent très nettement. Le premier, à gauche, c'est que lorsqu'il n'y a pas eu de paiement, il y a beaucoup plus de volatilité. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu le graphique rapidement. On est sur le logarithme des facteurs de développement, c'est-à-dire qu'un développement à 1, c'est-à-dire qui maintient la provision telle qu'elle, en fait, il correspond à 0 ici, évidemment, et vous avez le nombre de jours qui reste jusqu'à la clôture. Donc, quand on arrive à 0, c'est la clôture. Qu'est-ce que l'on observe? C'est que déjà, bon, il y a une certaine volatilité dans les facteurs de développement sur cette partie-là, et lorsqu'on arrive au jour de clôture, il y a un grand pic sur un développement à 0. Enfin, sur l'autre partie, lorsqu'il y a eu un paiement indemnitaire au préalable, eh ben, on se rend compte que le facteur de développement est concentré sur 1. Donc 0 ici au logarithme, évidemment. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre explicitement qu'on a deux régimes différents. Et maintenant, si vous vous rappelez la caractéristique de mon premier slide sur les structures des sinistres à l'ultime dans ce portefeuille observé sur plusieurs années, et que certains nombres très limités de sinistres peuvent avoir une grande influence, et bien évidemment, si on peut suivre dans quelle catégorie ces sinistres se trouvent, ça change évidemment énormément la donne sur l'estimation des valeurs qui vont suivre. Alors, je vais rentrer un peu sur les aspects d'ajustement de ces deux modèles. Sur la partie 1, lorsqu'on est sur le cas où on est supérieur à 10 000 euros et sans paiement indemnitaire au préalable, le modèle GLN avec une loi normale, l'identité a été appliquée puisque la variable a déjà été transformée en données, et que les variables explicatives utilisées ont été le nombre de jours restants avant la clôture, et avec une variable de classe pour savoir si on est exactement 1 à la clôture ou 0,5 si on se trouve entre l'ouverture et la clôture. Là, vous avez l'analyse des résidus de personnes pour l'ajustement de ce modèle. Alors, ce qui a vraiment donné à considérer que ce modèle a été, je dirais, sans doute la partie plus difficile et peut-être étonnamment par rapport au graphique que vous avez vu avant, ben, c'est la partie où on a déjà eu un paiement indemnitaire effectué. Pour faire assez rapidement la toute première partie, vous voyez à droite en bleu l'ajustement des résidus de personnes du modèle GLM, on va dire, exactement fait sur le même type que précédemment. Et l'ajustement, on va dire, a une certaine marge d'amélioration, ce qui a donné lieu à revoir cette approche
et a tenté une amélioration en introduisant une loi normale contaminée. Ça veut dire que la dispersion dans ce cas-là, sur certains paramètres, sur certains individus, en fait, semblait être bien plus forte que ce que le graphique montrait. Et pour pouvoir ajuster la loi, donc j'ai utilisé une loi normale contaminée. Alors, la normale contaminée, c'est juste une loi mélange de deux lois normales ayant la même espérance, mais avec des écarts types différents, avec la probabilité P d'être dans un cas et 1 moins P d'être dans l'autre cas, évidemment. J'ai utilisé cette loi-là en réintroduisant une variable, une variable explicative pour calculer la probabilité d'être dans un cas et dans l'autre, c'est-à-dire et cette probabilité et la variable explicative de cette partie-là est liée au ratio de paiement déjà effectué par rapport à la charge totale. En fait. Voilà. Ça, et là où vous voyez en vert les résidus de personnes de ce modèle réajusté. Donc vous voyez que ça améliore l'ajustement. C'est loin d'être parfait encore, évidemment. Il est capable de faire un meilleur ajustement que ça. J'en ai fait des meilleurs, mais là, bon, ça permettait déjà d'améliorer cette partie-là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces calculs, eh bien, on lance la machine, on fait 10 000 itérations de simulation, et ce qui va donner une table de transaction stochastique qui va porter, alors, de point de vue calculatoire, à l'époque, en 2012-2013, j'ai lancé sur les 7 prochaines années de comptable, en fait, ce qui permet de voir l'ensemble des sinistres se développer. Donc, lorsque je dis résultat à l'ultime, c'est par simplification au niveau calculatoire, dans la base de données, ça s'est passé ainsi, les calculs ont été faits ainsi. Alors, sur les résultats ultimes, nous avons un modèle de MAC, Schneider modèle de MAC des paiements, même chose sur la charge totale, le GLM à Bootstrap sur les paiements et sur la charge totale, et puis le modèle détaillé, comme je viens de vous dans sa structure. Donc déjà, quelques enseignements. Alors, une valeur importante à avoir en mémoire, c'est que la position à la clôture de 2010 des réserves dossiers était de 379 millions d'euros. Et lorsque l'on regarde les résultats donnés par les modèles, on se rend compte que les modèles agrégés sur les paiements sont extrêmement optimistes, puisqu'ils réduisent de 30 à 60% ces réserves. Les modèles sur la charge totale, y compris le modèle détaillé, déjà donnent des valeurs finalement assez proches, et avec un besoin d'IBNR qui se situe entre 15 et 20-21% au-dessus des réserves dossiers. Bon, c'est un premier point. Si on regarde après la distribution stochastique, même si on a une vision à l'ultime, c'est intéressant de voir un peu sur les scénarios extrêmes comment réagissent les modèles. Et là, on se rend compte que le GLM à Bootstrap et la charge totale, sur charge totale, pardon, les modèles détaillés semblent quand même donner des résultats assez similaires jusqu'au pourcentile à 99,5%, ce qui est plutôt encourageant. Ce n'est pas suffisant pour valider l'ensemble, évidemment, mais c'est déjà encourageant. Vision à 1 an, pour se mettre dans le cadre de Solvabilité 2. Donc, j'ai fait une approche purement formule standard à partir des différents modèles, tels que je les ai déjà indiqués. Donc là, vous avez les résultats. Alors, j'ai extrêmement simplifié la formule standard. Je ne me concentre uniquement que sur le SCR, du risque de réserve, RCE. Tout ce qui est accessoire à cela a été retiré dans le calcul. Donc, on a déjà cette première gamme de résultats. Puis, c'est-à-dire qu'en gros, on se situe si je mets de côté la partie paiement, on a une gamme de résultats qui va entre 170 et 160 millions dans ce cas-là. Si on regarde la partie GLM, la partie stochastique, c'est-à-dire pour avoir une vision plus orientée modèle interne,
Alors là, on a une vision assez différente. Là, je vous ai présenté les deux modèles à bootstrap sur paiement et charge totale et le modèle détaillé. Alors déjà, il y a une convergence là aussi entre la charge totale et le modèle détaillé, y compris à 1 an, où grosso modo, sur la charge totale, on voit qu'on est quasiment break-even. Et là, le modèle détaillé a même l'air de dire qu'il y a à 1 an, il y a du gras, si je puis dire, puisqu'on se retrouve avec une valeur négative. Un point de curiosité amusant, c'est que le modèle à bootstrap sur les paiements semble indiquer un besoin largement supérieur. Si on regarde ça avec une vision plus balance sheet, c'est-à-dire au niveau du bilan, on voit qu'en fait, il y a un effet de basculement, de switch entre le best estimate et cette valeur-là pour le paiement. Sur la partie charge totale et détaillée, en fait, euh, la question qui se pose immédiatement, c'est de se demander, est-ce que l'horizon à 1 an est une vision pertinente dans le cadre de ce type de portefeuille et de son développement? Ça, c'est la grande question, immédiatement. Parce que ce qu'on en observe à l'ultime sur le développement stochastique, la distribution stochastique, et là, ce qu'on observe ici, euh, ouvre la question de savoir si c'est vraiment la bonne métrique à utiliser dans une logique de mesure de solvabilité. Je laisse la question ouverte. Alors, niveau des leçons à retenir déjà. Sur les bénéfices d'un tel modèle, la granularité de la modélisation sur un modèle détaillé ouvre je dirais un panel d'applications extrêmement large, puisque la richesse des informations permettent d'une exploitation directe, sans faire d'hypothèses, de désagrégation, d'allocation, etc., qui sont assez communes. Euh, donc, on a une vision par, par catégorie immédiate, par police, par catégorie de sinistre, par catégorie du portefeuille. Enfin, je veux dire, les dimensions et les agrégations sont très vastes. L'estimation, alors ça peut être utilisé évidemment pour estimer les business plans, ça peut être utilisé pour intégrer et aider dans le cadre d'un changement de réglementaire et de politique de souscription. Et évidemment, toutes ces informations cumulées sont une orientation très, très substantielle pour aider à la décision, qu'elle soit d'ailleurs opérationnelle, tactique ou stratégique. Et comme on utilise massivement les données, la grande attention à avoir sera sur la qualité des données, en fait. L'aspect mathématique n'a aucune chance de donner un résultat satisfaisant si déjà à la base les données ne sont pas de qualité, et surtout l'intentionnalité des données indiquées dans les systèmes de données, de bases de données et de gestion correspondent bien à l'utilisation qu'on va en faire. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de constater que des données avec un certain label utilisées par des services de gestion, que ce soit sinistre ou même dans d'autres domaines, il n'était pas du tout utilisé dans le sens original voulu par le développeur. Donc on se retrouve des fois à très mal interpréter ce qui se passe là-dessus. Exemple typique, il n'y a qu'une seule case dans mon cas, dans le cas du portefeuille, pour indiquer si on est en face d'une RC exploitation, d'une RC produit, etc. Sauf que les polices couvrent à la fois ces différents domaines. Donc la question est quel est le choix pris par le gestionnaire de sinistre lorsqu'il ouvre le dossier pour indiquer si c'est la garantie, quelle garantie va réellement être en jeu. Alors évidemment, c'est une approche ad hoc, donc qui nécessite d'avoir une bonne estimation du coût et du bénéfice apporté par rapport, je dirais, aux pratiques de marché plus éprouvées et connues, que ce soit en termes de contrôle, de définition, de la documentation, et puis évidemment de la communication à venir avec le régulateur qui lui aussi aura appréhendé et à valider une méthode beaucoup moins, je dirais, originale et spécifique par rapport à d'autres pratiques de marché. Le dernier aspect que je souhaite évoquer avec vous, eh bien, c'est par rapport au développement de l'état de l'art depuis que j'ai
j'ai conclu opérationnellement cette étude, en fait, en 2013. Alors, dans mon mémoire, j'ai une petite dizaine de pages où je reprends 4 ou 5 articles marquants de la période qui traitent du micro-level reserving. Et les informations que j'ai pu extraire de ça sont déjà d'abord une confirmation que l'intégration des données, des variables qualitatives, des variables explicatives, pardon, offrent une vraie valeur ajoutée à la compréhension et à la précision du modèle également, et dans d'autres cas. Également, de manière plus spécifique, l'approche de survie telle que je l'ai montré était aussi plusieurs fois également utilisée et confirmée comme grand intérêt. La partie vraiment, je dirais, novatrice qui n'existait pas encore à l'époque lorsque j'ai fait le modèle, c'est tous les développements au niveau non paramétrique, c'est-à-dire machine learning, où là on se rend compte que par cette approche-là, on peut se retrouver avec des modèles qui ont une meilleure réaction lorsqu'il y a des changements de souscription ou des sinistralités brusques. Et enfin, et cela confirme aussi que lorsque l'on veut faire un modèle détaillé, eh bien, il faut être très proche de la réalité des données, du portefeuille, et donc conceptuellement une méthode ad hoc sera beaucoup plus intéressante que d'essayer d'appliquer une recette toute faite, même s'il y a un certain nombre de points structurels de contrôle et opérationnels à valider. Voilà. Donc, pour conclure, la conception d'un modèle détaillé, donc la réalisation de son prototype, oui, a été fait, a été confirmé son intérêt. Ces résultats ont montré qu'ils étaient proches avec modèles plus éprouvés, comme le GM, Bootstrap, des charges totales. Ça converge. On ne peut pas dire que c'est suffisant pour le valider, mais déjà c'est encourageant. On a évidemment énormément d'informations supplémentaires grâce au niveau détaillé. Les perspectives, pour perfectionner et valider le modèle, il faudra déjà bien approfondir la validation de chaque sous-modèle. Là, dans l'état, évidemment, c'était dans le cadre de la mémoire, de faire le prototype, mais si on veut vraiment le rentrer en production et présenter, ça nécessite un vrai travail de fond supplémentaire. La littérature confirme l'intérêt de toute façon de ce type d'approche et les potentiels d'amélioration sont très larges, à la fois sur la partie non paramétrique, sur les articles que j'ai déjà pu observer, et évidemment l'IA va ouvrir aussi d'autres perspectives, bien évidemment. Mais le plus important, c'est la dernière phrase, c'est que le modèle est d'abord aussi un vrai outil de décision, aussi bien opérationnel que stratégique sur la structure du portefeuille et donc du business. Voilà. Merci de votre attention. Et je vais essayer de voir vos questions à présent. Merci, je vais prendre la première question. Donc, ce type d'approche semble peu répandu et pourquoi? Alors, c'est un avis qui va être assez pour l'instant, personnel. La problématique, en fait, qui est vue là, ici, en fait, est vue sur un échantillon du portefeuille d'HDI Global, la partie locale au niveau parisien. En fait, l'effort de recherche, de développement, tout le processus de validation jusqu'au régulateur pour le rendre en production nécessite un long parcours. Et évidemment, toute la longueur du parcours, pour moi, est quelque part un frein à ce développement, en fait. Voilà. Mais je pense qu'avec l'utilisation massive des capacités d'analyse de données, de l'IA, les choses vont se développer, en fait. Surtout sur des parties où on a sur des portefeuilles assez hétérogènes tels que ce type de portefeuille. Ensuite, dès qu'on va parler de risque de masse,
La plus-value d'un tel modèle détaillé, peut-être en marketing, mais la plus-value sur le final, sur la partie balance sheet, les effets sur le balance sheet risquent d'être assez modestes, je pense. Puisque par la loi des grands nombres, tout va se normaliser, en fait. Ah, comment sont intégrées les modifications de provisionnement des dossiers sinistres en cours du temps dans le modèle? Eh bien, en fait, lorsque le modèle estime le nombre d'événements comptables qui se passent entre l'ouverture, en tout cas le moment où on observe la base de données, et l'estimation de la date de clôture du sinistre. Et donc, du coup, on va estimer le nombre d'événements comptables, et à chaque événement comptable, on va voir est-ce qu'il y a un facteur de développement à 0, à 1, ou différent de 0 et de 1. Et c'est là où, en fait, on va modifier le montant du provisionnement. Et en intégrant aussi une probabilité d'avoir aussi un paiement partiel du sinistre. Puisque par définition, d'un point de vue comptable, on va dire que le sinistre est clos lorsque les réserves sont passent à 0. Voilà. Alors, un point important, évidemment, pour réaliser ce type de modèle, certes, il faut les données. Certes, il faut passer du temps à les comprendre, à les digérer, à s'assurer qu'opérationnellement, je dirais le sens de chaque donnée correspond bien à la manière dont on veut l'utiliser dans le modèle. Et c'est pas un vain mot, ce que je dis là, j'ai par expérience. Mais il faut aussi discuter avec les experts les experts du domaine, les gestionnaires sinistres très expérimentés, qui explique derrière les données, qu'est-ce que ça veut dire, où on en est, d'où la présentation des différentes étapes pour régler un sinistre et par rapport à la manifestation du préjudice et des montants. Tout ça est extrêmement important d'avoir aussi les explications qualitatives pour être bien orienté dans la construction d'un modèle détaillé ad hoc. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention à tous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Alors. Merci.